Il n'y a pas de forêt sur la Terre. Il n'y a pas de forêt sur la Terre. Quand vous lisez ce titre, même avec un point d'exclamation à la fin, n'importe quelle personne raisonnable va dire que je suis complètement hors de mon bon sens. Et bien sûr, vous allez vouloir me montrer plein de photos, des tonnes, avec des forêts et des arbres. Je voudrais que vous compreniez que c'est une entourloupe. On nous fait croire que ça, c'est une forêt. Alors que vous êtes en train de regarder des bosquets de 30 mètres de haut. C'est un non-sens complet. C'est ce que vous allez me dire. Bien sûr, nous savons à quoi ressemblent des forêts, parce qu'on a tous marché dans la forêt. Bien sûr, je m'attends à ce que vous réagissiez comme ça. Et c'est juste. Et quand vous aurez vu cette vidéo, le titre vous paraîtra moins incongru, parce que votre concept de la forêt va être complètement renversé. Et commençons par le commencement. Nous allons commencer avec cette image bien connue. Les enfants y voient 9 dauphins, mais les adultes y voient 2 amants. Une énorme différence, vous ne trouvez pas? Essayez de voir les 9 dauphins, et voyez comme c'est difficile. Les formes féminines ne vont pas se transformer en dauphins comme ça pour un bon nombre d'adultes. Et c'est amusant parce que c'est exactement l'inverse pour les enfants. Il n'y a qu'une seule image, mais nous la voyons de façon complètement différente. Et plus encore, les enfants et les adultes ne peuvent pas échanger leur perception. C'est simple, les yeux voient les choses de la façon dont la matrice les a ordonnées. Mais ce n'est pas le monde réel. Nos yeux nous trahissent avec le temps. Nous avons été aveuglés quand nous étions enfants. Le monde extérieur est vraiment différent. Nous voyons les choses à travers un prisme d'expérience et d'habitude. Et ce prisme distord tout. Complètement. À 30 ans, ce prisme fonctionne pour protéger votre esprit. Et à 40 ans, vous pourriez devenir fou sans ce prisme. Est-ce que vous trouvez que j'exagère? Regardez cette photo. Moi, j'affirme que c'est une mesa qui s'est formée avec de la lave magmatique lors de la formation de la Terre il y a environ 2 millions d'années. Vous pensez que je suis dérangée? Peut-être c'est vous qui êtes dérangé. Vous allez comprendre bientôt. Nous reviendrons à ce petit bout de gazon plus tard. Maintenant, regardez. Mais parfois, les êtres humains ont même envie de prendre des photos avec les arbres, en train d'essayer d'embrasser un arbre bien trop grand pour leurs bras. Mais pensez-y bien, les vieux arbres sont vraiment très rares. Ils sont enregistrés, ils sont repérés et on les garde dans des réserves comme des mémoriaux de la nature. Il y a une grosse question qui se balade sur Internet. Pourquoi est-ce que les forêts de la Terre, même en Sibérie, n'ont pas plus de 200 ans? Où sont les géants? C'est juste que les gens se posent vraiment la question. Mais je voudrais considérer la question sous un angle différent. Du point de vue des pôles de la Terre. Le fait est que même les biologistes soviétiques ont trouvé des choses étranges dans les pôles et des quantités vraiment non naturelles d'eau retenues dans les glaces et la neige. Et il y a un pourcentage presque surnaturel de dioxyde de carbone dans les océans du monde. Cette concentration anormale nous parle vraiment précisément d'un gigantesque incendie à l'échelle planétaire dans le passé. Et en faisant des calculs simples, ces scientifiques sont arrivés à la conclusion
que ces feux ont emporté 99% de la biosphère de la Terre. Nous savons tous que les cellules vivantes consistent en hydrogène et en carbone. Donc la glace au pôle est faite principalement d'eau qui provient d'organismes qui ont été brûlés. Et maintenant, s'il vous plaît, considérez ce chiffre, 99%. Ça signifie que tout ce qui croît, rampe, vole, nage et court à la surface de la Terre, à présent, est de 20 000 fois moins important en volume qu'avant cette catastrophe. 20 000 fois. Pour se figurer la chose, regardez cette image. Ce morceau de pain, c'est les humains, les plantes et les animaux. Juste ce minuscule morceau de pain dans cet immense camion de transport qui représente la biosphère humaine. J'espère que vous comprenez que le mythe actuel de la surpopulation est juste une imposture immense et un non-sens à 100%. Mais voilà le problème. Les biologistes ont divisé ce chiffre par la surface des continents, ont uniquement pris en compte dans leurs calculs les terres sèches et pas toute la glace et la neige qui se trouvent sur la Terre. Et il y a d'immenses quantités de neige et de glace. Les faits sont les faits. Mais comme toujours, l'illumination peut venir soudainement. Et la pensée stéréotypée est vraiment le problème. Les forêts de 30 mètres de haut sont comme un virus, ça nous rentre dans le cerveau, spécialement dans le cerveau des biologistes, qui nous empêche de trouver une solution à ce problème. Si les plantes ne peuvent pas se développer en largeur, alors elles devraient pouvoir se développer en hauteur. Et là, ça ferait sens. Dans cette nouvelle théorie, d'hypothétiques forêts d'une impensable hauteur pourraient pousser. Nous avons trouvé ces vieilles photos. Voilà la destruction par les vandales des séquoias de Californie. Entre 1880 et 1920, ces arbres ont miraculeusement survécu au bombardement de la planète en 1816. Imaginez juste combien d'années cela prend à un arbre pour atteindre une telle hauteur. Ces hommes épouvantables sont arrivés avec des haches et des scies. 1, 2, 3, plus d'arbres. Le diamètre de la souche est 3 fois plus grand que le bûcheron. Examinons cette formule. Pensez-y, vous entrez dans une forêt qui n'a pas 30 mètres de haut, mais 100 mètres. Voici les forêts enchantées des contes de fées. Des forêts qui ont été perdues à cause de ces barbares. Je comprends que ce sont des travailleurs qui doivent gagner leur vie. C'est juste un ordre qui vient de plus haut. Mais si chacun de ces bûcherons avait refusé de suivre ces ordres criminels, les anciennes forêts auraient été sauvées parce que leurs démons de patrons sont trop arrogants pour le faire de leurs propres mains. Examinez soigneusement cette photo. On dirait des bactéries sataniques qui veulent tuer l'organisme de la forêt. Pour ceux qui pensent que les arbres ont été tués juste à cause du bois, je vais vous dire, les arbres sont des générateurs d'énergie. Ils produisent une électricité constante, de l'oxygène, de la photosynthèse, de la nourriture. Ils ont un système racinaire et un programme pour échanger des données. Nos ancêtres avaient une théorie. Les arbres sont programmés pour garder l'information de tout ce qui se passe sur la planète et les enregistrer dans leur portail d'information, dans leurs fibres de carbone. Je ne sais pas pour quelle raison les séquoias que ces vandales ont laissés vivants se trouvent maintenant entourés d'une haie. On les appelle des sanctuaires de la vie sauvage.
Bien sûr, les guides de ces parcs vous raconteront toutes sortes d'histoires. Résumons l'ensemble. On a trouvé des restes des arbres gigantesques du passé. Récapitulons. Les vestiges des arbres géants du passé se retrouvent et la glace et la neige des pôles trouvent leur place dans la mosaïque. Il semble que tout soit clair, mais ça ne l'est pas. Rien n'est aussi simple. Si vous prenez les mythes et les légendes de toutes les nations, vous pouvez y retrouver beaucoup d'histoires sur les gens, les animaux et les plantes transformées en pierre. Et c'est normal, parce que les paléontologues partout dans le monde ont trouvé des fossiles pétrifiés d'hommes, d'animaux et de plantes. Il y en a tellement que les musées débordent de fossiles, de grenouilles, de lézards, de morceaux de dinosaures, et ainsi de suite. Les grenouilles et les fougères, c'est parfait. Mais où sont les arbres ? Les vieux séquoias de Californie ne correspondent pas ici, car ils sont constitués de carbone. Cela signifie qu'ils ne sont pas liés à l'ère du silicium. Comment est-ce que je sais ça? D'abord, ils ont été coupés et sciés par des instruments classiques. Toutes les haches et les scies se seraient brisées sur du silicium. C'est beaucoup plus dur. Alors, où sont les arbres de silicium si ces géants de carbone ne sont pas liés à l'ère du silicium? Vous savez quoi? On les a retrouvés. Devinez où? Dans la même Amérique du Nord, en Arizona pour être précis. La zone des Ariens. Il y a tellement de choses qui se passent là-bas. La carrière géante qui est maintenant appelée le Grand Canyon, et comme la personne qui se fait appeler Wake Up Human a dit, c'est l'apogée du cynisme que de nommer Parc national des déchets de carrière. Ce n'est pas un parc national, c'est juste les restes d'une carrière. Ici, c'était une cité d'Ariens où il ne reste plus qu'un gros trou. Une météorite aurait creusé il y a 500 000 ans, bien sûr. C'est ce que Wikipédia nous dit. Une connerie absolue. Ah, au fait, et voici nos arbres de silicium. Je veux vous présenter le musée à ciel ouvert, où les arbres de pierre sont ici tout simplement dispersés dans le désert, également clôturés. Tout le monde peut aujourd'hui visiter ce cirque sous le nom de Petrified Forest National Park. Dans ce parc, les fossiles pétrifiés ne sont pas communs du tout, ils sont uniques. Et si les tortues et les grenouilles se sont pétrifiées en blocs rocheux gris, alors ces arbres se sont transformés en pierres semi-précieuses. Belle pierre, n'est-ce pas? Magnifique pierre. Il est temps de faire le point. Toutes nos forêts sont jeunes et ne poussent pas à plus de 30 mètres. Les vestiges des forêts de contes de fées ont été retrouvés dans la Redwood Forest et les biologistes ont pu replacer la glace et la neige des pôles. Puis nous avons trouvé les fossiles pétrifiés de l'ère de silicium et les arbres en pierres semi-précieuses. Maintenant tout va ensemble, non? Ou non? Dans un monde parfait, tout se tient, mais dans l'enfer dans lequel on vit, rien ne correspond. Quand j'étais enfant et que je voyais des fossiles pétrifiés dans une émission de télévision, j'étais tourmentée par une question. Comment est-ce qu'il est possible pour une grenouille d'être transformée en pierre au lieu de pourrir, comme tout corps organique le fait? Voyons ce que Wikipédia nous dit. Des conditions rares et particulières doivent être remplies pour que la tige puisse être transformée en bois fossile ou bois pétrifié. En général, les plantes mortes se font enterrer dans un environnement exempt d'oxygène, qui préserve la structure de la plante d'origine et l'apparence générale. Comprenez-vous l'humour britannique? Sinon, je vais essayer de vous expliquer.
Vous avez besoin d'une certaine catastrophe naturelle, comme par exemple l'éruption d'un volcan, un tsunami ou une pluie d'argile, qui couvrira rapidement les grenouilles et les mammouths, et qui les conserveront là où les bactéries ne décomposeront plus leurs cadavres à l'état de fumier puant. En d'autres termes, pour faire un corps pétrifié, un fossile, vous avez besoin de le couvrir et de l'engloutir afin de le compacter. Selon ce que l'on appelle les scientifiques, le tissu était organique et ensuite il s'est miraculeusement transformé en silicium, SiO2. Rappelez-vous cette formule. Si vous avez déjà enterré vos animaux de compagnie, eh bien vous pouvez maintenant courir les déterrer promptement et votre animal de compagnie sera comme une petite statue sur votre table. Ah, vous voulez me blâmer pour mon humeur noire? Regardez donc la communauté scientifique qui nous raconte de telles âneries. Un corps mort n'a seulement que deux possibilités. Soit se faire piéger dans un morceau d'ambre comme un insecte, soit, deuxième option, tout simplement, pourrir. Un corps organique ne se transformera jamais en silicium, en pierre. Jamais. Cette absurdité est absolument impossible à croire. La transformation magique de l'organique à la roche est une chose, mais transformer du bois en pierre semi-précieuse, c'en est une autre. C'est là où les mensonges et l'ignorance deviennent incontrôlables. Dites-moi comment des morceaux de bois peuvent se transformer en pierre précieuse. Pas de réponse? Moi j'en ai une, mais nous discuterons de ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, analysons ces gemmes. Je ne sais pas vous, mais il y a 3 points qui me chiffonnent. Tout d'abord, selon l'histoire officielle, ces arbres sont donc abattus dans une lutte inégale contre des volcans. Attention, maintenant vous comprenez qu'il y a 225 500 ans, notre planète était si magnifique, si fantastique, mais attendez, si fabuleuse. Il y a mieux que Cameron et son film Avatar. Le bois n'a pas seulement brûlé dans le feu de l'enfer, pas seulement pourri dans le sol humide, mais au contraire de toutes les lois de la physique, la biologie et la chimie, cela s'est juste transformé en pierre précieuse. Mais ce n'est pas tout. Les arbres ne sont pas cassés. Les arbres sont sciés et mis en pièces, en tronçons. Eh bien, je voudrais bien connaître la marque des outils que les Indiens aborigènes utilisaient pour faire ça, car ça m'intéresse. Je plaisante, bien sûr, mais la conclusion, c'est que ce n'est pas un musée, mais bien une scène de théâtre, à ciel ouvert, où les arbres ont été sciés et amenés ici par quelqu'un. Vous savez, il n'y a qu'un parfait imbécile qui pourrait croire à la transformation des arbres en pierres précieuses. Dans quel but est-ce qu'ils ont fait tout ce cirque? Pourquoi avoir dispersé ces formes de vie en silice? Et vous avez fait attention? Comme ces arbres de silice sont petits, ils sont incomparables même avec les séquoias de Californie. Mais c'est très simple. Ce ne sont pas des arbres, ce sont des branches d'arbres de silicium géants. Et ces arbres étaient si grands que les séquoias américains étaient auprès d'eux, des tiges. Et tandis que les touristes sont ébahis devant ces gemmes précieuses, personne ne fait vraiment attention à l'arrière-plan, car tout est caché à la vue de tous. Pour comprendre ce que je veux vraiment vous dire, nous allons revenir à notre photo préférée de cette petite parcelle. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous voyez? Une souche d'arbre dans les marguerites? Mais moi, je continue de prétendre que c'est une mesa, qui a été formée à partir d'une formation magmatique des profondeurs de la Terre il y a environ 200 millions d'années. Vous ne me croyez pas? Et maintenant? Permettez-moi de vous présenter. Ceci est la tour du diable, Mesa, aussi appelée l'acolite, qui aurait été formée à partir d'une fonte magmatique des profondeurs de la Terre il y a environ 200 millions d'années. Du moins, c'est ce que Wikipédia nous dit. Et des milliards de personnes vont le croire que ce sont des mesas, des lacolites ou des montagnes. Vraiment? Rapprochons-nous de notre souche d'arbre pour regarder de plus près ces fantastiques, inexplicables colonnes.
Allons voir ce que Wikipédia nous raconte encore. Roche interne formée par le refroidissement et la solidification du magma ou de la lave. Vraiment? Quelle lave incroyable et intelligente qui s'est juste immobilisée en de parfaites colonnes hexagonales de 300 mètres de haut. Alors là, il va vous falloir synchroniser vos instruments. Un injecteur de crème avec un ventilateur géant refroidissant. Peut-être que les colonnes du Parthénon et de la cathédrale Saint-Isaac ont été construites de la même manière. Mais messieurs les scientifiques, est-ce que vous avez perdu l'esprit pour raconter des conneries pareilles? Et vous, les humains, vous avez perdu l'esprit pour croire à des conneries pareilles? Prétendre que ce chef-d'œuvre géométrique est apparu à la suite d'une éruption de lave est la même stupidité que de dire que cette voiture de course est apparue sur la piste à cause de l'explosion d'une usine Ferrari. Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemble une éruption de lave? En ces temps-là, peut-être que la lave avait une intelligence artificielle? Analyse comparative. Toutes les colonnes sont hexagonales. Pourquoi exactement hexagonales? Parce que tous les chefs-d'œuvre de l'univers sont constitués de cette manière. Il n'y a pas deux flocons de neige identiques, mais ils ont tous une forme parfaite hexagonale. Les abeilles aussi, sans connaissance aucune des mathématiques, ont clairement identifié qu'un hexagone régulier a un périmètre plus petit que toutes les autres formes de superficie égale, de sorte qu'elles peuvent utiliser l'espace beaucoup plus efficacement. Elles peuvent remplir la forme de façon plus efficace. Lorsque les abeilles construisent des alvéoles, elles essayent instinctivement de les rendre les plus spacieux possibles et d'économiser le plus de cire possible. La forme hexagonale est la figure la plus économique et efficace pour la construction d'alvéoles. Les moutons aveugles ne peuvent pas comprendre que notre univers est fractal et que c'est pourquoi il n'y a pas de différence à l'étudier à des échelles différentes, que ce soit à l'échelle d'une montagne ou à l'échelle de l'arbre à votre fenêtre. Et maintenant, ouvrons donc un manuel de botanique. Nous allons chercher la structure d'une plante et la comparer avec notre souche géante. Nous n'irons pas creuser très loin, juste des faits qui nous semblent évidents en comparaison avec la photo de la souche. De ce fait, il sera tout à fait inutile d'essayer d'argumenter contre ces faits. Je veux vous présenter la section transversale d'une tige de lin. Bien, bien, messieurs les biologistes, avez-vous remarqué quoi que ce soit? Non? Regardez. Au centre, on voit bien la ressemblance avec les alvéoles. Waouh, ils sont tous hexagonaux. Eh bien, quelle coïncidence! Si on enlève la peau autour de cette tige, et donc l'écorce de notre souche, c'est tout à fait ressemblant. Regardez les petites roches autour de lui et devinez quoi? Le lin ressemble exactement à notre souche. Ils ont vraiment l'air identiques. Exactement. Les fibres de la souche, comme les fibres de la tige de lin, ont une forme hexagonale qui préserve parfaitement sa géométrie tout le long du tronc. Et tout cela sur plus de 384 mètres de haut. Je veux que vous fassiez attention à une chose. Les fibres de la souche sont de la même structure dans leur proportion que la tige de lin dans le manuel de botanique. Il n'y a pas de différence entre les fibres tout au long, l'un par rapport à l'autre. C'est un tas de sections hexagonales, comme après être sorti d'une usine à laminoir. Les fibres ne sont pas attachées entre elles et quand elles s'effritent, elles tombent, comme l'érosion de la pierre se fait. Chaque fibre de notre souche est couverte par une peau très fine, exactement comme un fascia, un mince tissu fibreux entourant un muscle ou d'autres organes. Comme vous le voyez, la peau pétrifiée en contact avec le vent et l'humidité se fissure et s'effrite et tombe. C'est une preuve directe et évidente que les fibres de la souche sont composées d'au moins deux composants, placés l'un dans l'autre. Les fibres ne vont pas dans le sol verticalement. Elles vont progressivement se courber et se transformer en un système de racines, comme font les arbres.
Comme vous pouvez le voir, l'histoire officielle d'une solidification spontanée et accidentelle de la lave, c'est de la connerie à 100%. Et ça tombe à l'eau très rapidement. Hollywood, en 1977, a produit un film appelé Rencontre du troisième type, avec la Tour du Diable qui en joue le rôle principal, où on nous dit une centaine de fois que c'est une montagne où l'on peut rencontrer des aliens. Mais cette foutaise est uniquement bonne pour de simples d'esprit. Mais où sont donc passés vos yeux? Messieurs les biologistes, géologues, paléontologues, est-ce que vous êtes parmi nous? Vous étudiez le monde derrière un masque de soudure? Et maintenant, regardons la taille que cet arbre a eu un jour. Nous allons utiliser la formule que j'ai mentionnée plus tôt. Le diamètre de notre souche se trouve donc à 300 mètres de la base. Si on calcule 300 fois 20, nous allons obtenir une hauteur de... Vous êtes prêts? 6 km. 6 km de haut. Imaginez-vous une seule seconde. On peut tout comprendre grâce à la comparaison. Vous ne pensez pas? La tour du diable est une souche géante d'un arbre de silicium géant avec tous les attributs d'une souche normale que tout le monde connaît. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer la matrice qui maintient fermement les bovins dans les étables. Je suis sûre que même après ça, il y aura toujours des gens au sommeil profond qui en demanderont toujours plus. Si vous pensez que ce sont là les seuls arguments que j'ai, je vais très certainement vous décevoir, parce que j'ai encore beaucoup d'atouts dans ma manche. Et je vais profiter de chaque instant où je les jetterai sur la table. Bon, nous avons fait le tour d'à peu près tout sur cette souche. Passons à une autre. Oui, vous pensiez que c'était la seule. Vous avez seulement besoin d'enlever vos œillères et vous en verrez tellement d'autres. Permettez-moi de vous présenter la chaussée des géants en Irlande. Vous avez remarqué quelque chose de familier? Jetez un œil de plus près encore. Des colonnes hexagonales. Waouh! Si vous n'avez pas remarqué les similitudes avec les fibres de la tour du diable, alors vous devez vraiment être aveugle. C'est la même souche géante, mais maintenant elle se trouve presque au ras du sol. Cet arbre a directement grandi sur la grève. La chaussée des géants se compose de près de 40 000 colonnes avec de telles proportions géométriques que toutes les abeilles du monde en seraient jalouses. Bien sûr, tous les scientifiques à-dessous ont déclaré que c'était une réserve naturelle nationale. C'est vraiment l'apogée du cynisme que de nommer parc national une carrière de déchets. En quoi est-ce que c'est une carrière? Je vous le dirai un petit peu plus tard. Mais devinez quel genre de bêlement la science officielle nous raconte sur cette souche irlandaise? La chaussée des géants est composée d'environ 40 000 colonnes de basalte, qui est le résultat d'une ancienne éruption volcanique. Une éruption volcanique. S'il vous plaît, dites-moi comment rester calme et ne pas entrer en éruption volcanique de jurons en pointant du doigt la communauté scientifique. C'est difficile, très difficile, mais je vais essayer, de sorte que nos ennemis n'aient pas ce qu'ils désirent de nous. Je n'ai qu'une question. Pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas que les nids d'abeilles sont le résultat d'une éruption volcanique? Parce qu'ils ne sont pas du tout différents dans leur structure. Pas du tout. Non moins étrange, c'est pourquoi les carreaux de trottoir dans la rue ne sont pas issus d'une éruption volcanique. Montrez-moi une seule différence. Maintenant, je vous propose de revenir à la chaussée des géants et les comparer, mais cette fois avec de la vraie lave. Est-ce que vous vous rappelez comment éclate la lave et comment elle se solidifie? Et voilà. À gauche, la chaussée des géants. À droite, une solidification de lave.
Et maintenant, comparons avec la tour du diable. Je veux dire, comparons une souche d'arbre en silicium avec une autre souche d'arbre en silicium. Quelqu'un croit-il encore à la fontaine de lave? Si je n'en savais pas tant sur les arbres géants de silice, je préférais plutôt croire à l'injecteur géant et à la crème et au ventilateur qu'à un fichu volcan. Si vous pensez que ces deux arbres de silicium géants sont les seuls, je veux vous montrer que vous vous trompez. Il y en a des tas d'autres sur la planète. Et ce qui est drôle, c'est que les gens normaux ne réalisent pas du tout que ce sont des souches. Mais la science officielle a sérieusement réalisé qu'il fallait trouver un moyen de cacher ces arbres aux gens qui poseraient trop de questions. Ils ont inventé un nom génial pour ça. Les falaises de basalte. Je veux que vous fassiez attention à ces deux images, où les fibres pendent du plafond. Comment peut-on expliquer cela avec la version volcanique? La lave ruisselait, dégoulinait encore, mais ces gouttes ne touchèrent jamais le sol. Et certaines d'entre elles sont restées coincées, tandis que d'autres ont réussi à se frayer un chemin presque jusqu'au sol. Regardez cette photo. C'est juste une photo normale avec cette fille. C'est bien. Mais la seule chose dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle est assise au pied d'une souche d'arbre géant de silicium. Toutes les preuves sont là, mais le prisme de la matrice ne nous permettra pas de voir les 9 dauphins. Il y a des tonnes de souches de silicium dans le monde que l'on peut retrouver sur le net. Nous avançons donc. Je veux vous présenter un miracle hexagonal de la nature sur Terre, de plus, d'une nature en silicium. Voici donc le plus grand lac salé du monde, Salar de Uyuni, en Bolivie. Comme vous le voyez, les manuels scolaires et les émissions de TV dans le genre de Discovery Channel ne vous ont pas tout dit. Comme fait précédemment, nous allons voir ce que Wikipédia peut nous apprendre sur ces hexagones. Mais le problème, c'est que Wiki ne mentionne rien au sujet de la structure hexagonale de ce lac. Tout est silencieux comme un poisson, comme s'il n'y en avait pas. Mais ils sont là, absolument. Vous ne me croirez pas, mais le silence établi n'est pas seulement sur Wikipédia. Après des heures de recherche, je n'ai absolument rien trouvé sur ces structures. Et le seul endroit où j'ai trouvé une phrase, c'était pour dire « Regardez comme c'est intéressant la façon dont le sol a séché et craqué avec le sel et le soleil. » Et là, ça m'a stupéfiée. Tout d'abord, sous les rayons du soleil, la surface se craquelle comme ceci. Mais pas en une forme hexagonale, tel un nid d'abeille. Deuxièmement, les fissures se creusent la surface, mais ici, c'est l'opposé. Cela ressemble plus à des fascias, comme ceux de la souche en silicium. Et troisièmement, pourquoi à la surface, le sel a-t-il une forme hexagonale? Si l'histoire officielle n'a pas d'explication raisonnable, permettez-moi de vous présenter mon avis. Comme le dit notre ami, il n'y a pas de lac salé sur Terre, mais de simples réservoirs de boue en décantation. Et je suis d'accord avec lui, mais pas dans ce cas. Je pense que vous avez déjà réalisé que la forme hexagonale est un attribut qui appartient exclusivement à un organisme vivant, tel qu'un nid d'abeille, la structure d'un flocon de neige ou une fibre de plante. Comme nous le voyons de nos propres yeux, Salar de Uyuni n'est pas qu'une immense surface salée, mais c'était un être vivant de silicium qui a été tué et mis au rebut par les adeptes de la technocratie et leurs machines. Maintenant, vous comprenez à quel point nous sommes loin de la réalité? Si nous ne pouvons même pas imaginer un arbre géant, alors que dire d'une créature salée de 10 000 km de surface et d'une hauteur qu'on aurait du mal à pouvoir imaginer? 10 000 km.
Now you understand that 7,500 years ago, our planet was so fantastic, fabulous, and beautiful that Cameron with his avatar is a poor substitute. All that is left to us Et tout ce qu'ils nous ont laissé, c'est un désert que nous avons transformé en un parc à ferraille. Qu'est-ce que je veux dire, mis au rebut par leurs machines? Eh bien, pour être bref, pendant qu'on dort dans cette société matrice, travaillant 5 à 9 heures tous les jours, faisant des choses inutiles et rêvant de rêves inutiles, notre planète est littéralement grattée, curée et évidée avec des niveleuses géantes et toutes sortes de machines. Je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Et bien maintenant que la partie théorique est terminée, il est temps pour nous d'aller au point culminant du voyage. Et avant tout, nous allons revenir à notre toute première souche et voir quelque chose de nouveau. Je parie que vous ne l'avez pas remarqué. Nous avons vu beaucoup de souches, mais celle-ci est spéciale. Elle a une surface plane sur le dessus, ça signifie qu'elle a été coupée. Oui, exactement. Coupée ou sciée. Et maintenant, notre imagination nous demande qui l'a coupée? Pourquoi? Et avec quoi? Je répondrai à ces questions un peu plus tard. Nous allons garder ces questions en tête parce que cette souche qui a été coupée n'est pas la seule de la planète. Je vais même vous dire, la tour du diable est petite par rapport aux autres. Oui, notre avion est prêt à s'envoler. Nous allons nous envoler autour de la planète. Attachez vos ceintures et accrochez-vous, car tout ce que vous allez voir renversera votre notion des rochers et des montagnes. Allons-y. Alors que nous volons, jouons à un petit jeu. Cherchez 10 différences, mais il n'y a que 2 différences, la matière et la taille.
Ces souches sont présentes partout sur la planète. Il y en a des centaines. Les scientifiques les ont appelées mesa, ou table en espagnol, parce qu'ils ont un sommet plat, plat comme une table. Eh bien, ces belles souches. Et maintenant, permettez-moi de vous rappeler, nous pensions que nous avions vu les forêts et même marché dans les forêts. Alors quelle importance si ces forêts n'ont que 30 mètres de haut? Est-ce que cela fait une différence? Nous sommes contents de ces forêts-là. Nous apprécions leur beauté. Nous sommes habitués à ces forêts, donc nous n'avons pas besoin d'en avoir d'autres. Et puis nous avons découvert que cette vieille forêt a été préservée aux États-Unis. Cette forêt qui est décrite dans les mythes et les contes de fées, le géant séquoia de 100 mètres. C'est exactement ce genre de forêt qui nous vient à l'esprit quand on entend parler des contes de fées, des forêts des contes de fées. Mais notre esprit s'arrête sur ceux-ci. La matrice nous y oblige, mais nos barrières mentales ont fondu car la tour du diable, en tant qu'arbre vivant, faisait 6 km de haut. Mais ensuite nous avons réalisé que la tour du diable était une jeune plante en comparaison des autres arbres géants de notre planète. Par exemple, la montagne à Cape Town en Afrique du Sud est vraiment impressionnante. Ce plateau fait 3 km de diamètre. Si nous multiplions, nous aurions un arbre de 60 km de haut. Vous vous êtes demandé quelle taille auraient ces branches? Sur une seule de ces branches, vous pourriez facilement construire un énorme quartier résidentiel avec tous les centres commerciaux, les écoles, les parcs. Imaginez un seul instant à quel point c'était immense. Évidemment, votre esprit ne verra jamais que cette montagne en Afrique est vraiment un arbre, 10 fois plus élevé que l'arbre de la tour du diable. Mais devinez quoi? Ce n'est pas la limite. Dans le travail de notre poète russe, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, on peut lire en abondance des propos concernant un chêne géant qui se trouvait sur l'île de Bouyan, près de Lukomorye, que nous pensons maintenant avoir été tué par nos gouvernants. Ce chêne était supposément au centre de la Terre et faisait une centaine de kilomètres de haut. Je ne sais pas à quelle hauteur, mais à coup sûr le plus élevé que celui de Cape Town. Ce chêne était la plus grande plante sur la Terre. Rappelez-vous qu'au début, j'ai mentionné notre prisme de l'esprit, qui aide à nous préserver, mais qui déforme aussi notre réalité. Demandez à n'importe qui de vous montrer des arbres sur la photo de droite. Il posera immédiatement le doigt sur le vert que l'on peut voir au sol, sans se rendre compte que ce ne sont que des pauvres petits buissons. Ça ressemble plus à de la mousse comparé aux géants, mais certainement pas à une forêt. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous ne pouvons pas trouver 9 dauphins? Mais ne vous attardez pas sur les poissons et les souches. Une fois encore, je veux vous forcer à penser dans des proportions de la planète. Si au lieu de dauphins et de souches, nous voyons des amoureux et des montagnes, imaginez ce qui nous est dissimulé derrière le rideau. Voilà pourquoi l'Apocalypse est traduit par une ouverture de rideau, la révélation. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai mentionné le prisme de la matrice au début, à cause duquel, ou que l'on regarde, nous ne voyons rien? Le monde réel est différent. Je peux appeler l'état de la société d'aujourd'hui un véritable rêve. Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas au sens figuré. Vous savez, dans la langue russe, le mot arbre est orthographié Derevo. Le mot arbre ancien est orthographié Terevo. Et le mot ancienneté, arbres anciens, Derevnost.
Cela signifie dans le langage russien, la langue des Aryens, le temps où les vieux arbres géants ont grandi. Intéressant, non? Eh bien, nous allons mettre toutes ces belles paroles en arrière-plan et continuer notre vol. Well, let's put all that in our pocket and continue our flight. Je pense que vous allez me demander, peut-être est-il temps de poser ces questions? Qui a coupé les forêts? Pourquoi? Avec quoi? Non, il est trop tôt. Nous savons que toute la surface de la planète a été couverte par de la végétation géante. Donc nous pouvons nous demander où sont passées toutes ces forêts. Soi-disant Mesa ne sont tout simplement que les meilleurs arbres qui ont été choisis pour la coupe. Toutes les autres forêts de la planète ont été couchées et détruites par des vagues d'explosion. Nous avons seulement vu les souches avec des sommets plats. Quelqu'un se souvient à quoi des arbres non pas coupés mais cassés ressemblent? Vous comprenez où je veux en venir? Jouons à nouveau au jeu des 10 différences. I think you understood the meaning of my words. So I want you to look at the highest stumps of our planet. They were mined like a quarry and were broke by blasts. For example, the tree Everest. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il n'y a pas de rochers sur notre planète. Ce sont tous des morceaux de troncs brisés. Vous pouvez regarder des millions de photos, mais la seule chose que vous verrez, ce sont les restes de notre véritable environnement. Comment est-ce que la science officielle explique l'origine des rochers? Je pense que vous l'avez deviné aussi. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous sommes tellement charmés par les rochers, pourquoi tous les biens des élites sont placés dans les montagnes, en hauteur, pourquoi les matériaux les plus propres et les plus nets pour la construction sont des morceaux de pierre. Parce que même s'ils sont morts, ils émettent encore une énergie très puissante. Pour nous, êtres humains de carbone, mortels, la pierre est un pont entre les formes de vie en silicium et celles de carbone. Et maintenant, une chose importante que vous devez apprendre, comment distinguer les roches des montagnes. Ce sont deux choses complètement différentes. Les roches sont composées de solides morceaux de pierre en lambeaux, avec des fragments de fibres qui montent jusqu'au ciel. Mais la montagne, c'est juste un tas de déchets en vrac qui ont été portés par des machines géantes. Il y a une forme de cône presque parfaite. C'est une structure en vrac. Parfois, ces piles ont des déchets chimiques à l'intérieur. Ces déchets parfois réagissent les uns avec les autres et parfois ils brûlent tout, mais d'autres fois ils explosent.
Et puis les abrutis en blouse blanche s'exclament qu'ils ont trouvé un nouveau volcan. Ils vont immédiatement raconter des histoires. Comment, il y a 200 millions d'années, ce volcan forma ces souches de silicium. On explique l'origine des dalles de trottoir de nos rues à la suite d'une ancienne éruption volcanique. C'est pourquoi il n'y a pas de volcans, de rochers et de montagnes sur notre planète. Vous pouvez jeter ces mots-là. D'accord, volons, continuons à voler. Donc de notre point de vue, vous avez vu qu'absolument tous les rochers de notre planète ne sont que des cadavres de formes de vie en silicium. Ce ne sont que des arbres tombés. Non, pas tous. Pas tous avec une structure hexagonale comme celui de la tour du diable. Certains de ces rochers ont une structure lamellaire ou une structure spongieuse, comme nos champignons, comme le foie est différent du cœur ou des poumons, de sorte que notre monde antique était si diversifié, nous ne pouvons pas identifier ou même imaginer les nombreuses espèces et sous-espèces. Et maintenant, imaginons la quantité de bois qui doit rester après la chute de tels arbres. Imaginez la quantité de bois que ça a fait. Où sont donc tous ces matériaux ? Vous savez, ce sujet a été largement dévoilé par Pavel Ulyanov. Sa chaîne YouTube est Wake Up Human. Il a révolutionné le thème de la géologie et des machines excavatrices. Permettez-moi de vous présenter cette machine géante sur cette photo. C'est un Bagger 288, une des plus grandes excavatrices du monde. Et voilà comment fonctionnent ces machines. Elles creusent parallèlement à la paroi de la carrière, avec des roues géantes raclant la roche et le sol en laissant les parois concaves, en creusant des parois concaves. Les géologues doivent être hypnotisés alors qu'ils sont étudiants, sinon pourquoi ils appelleraient cette carrière de déchets miracle de la nature? Comme par exemple cette falaise en Australie. Vous voulez rire? Si vous ne croyez pas à mes dires sur le sujet, allez sur Google et tapez Wave Rock, puis vérifiez l'explication officielle. C'est 100% incroyable la facilité avec laquelle les gens adhèrent à ça. Certaines personnes me demandent quelle pierre fut une partie de plante vivante et quelles pierres ne le sont pas. Je vais juste vous dire qu'il y a à peu près 7500 ans, il n'y avait pas de pierre. Tout ce que vous pouvez trouver actuellement était une partie de notre écosystème. Mais ensuite, les gens se sont dit qu'ils voulaient devenir Dieu eux-mêmes et ont tout fait foirer. Je voudrais vous demander, ouvrez vos esprits. Ils vivent, nous dormons. Mais ils ne vivent pas seulement, ils sont également en train de tuer notre planète. Ils le font même en ce moment, pendant que vous regardez cela. Réveillez-vous les humains, vous devez remettre en question toutes les connaissances qu'ils vous ont données à l'école primaire, au collège, au lycée. L'histoire, la géographie, la géologie. Ouvrez votre esprit. Je voudrais que vous regardiez cette photo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artefacts que nous ne pouvons pas reproduire, en raison du manque de certaines technologies, d'équipements ou de spécialistes en la matière, et qui nous montrent l'évidence que notre civilisation est moins développée qu'il fut un temps, que fut un temps. Et la société d'aujourd'hui n'est plus qu'un bac à sable rempli d'enfants. Voici quelques exemples. 1. Babolovo, baignoire de 1784. Voici ce que l'artisan qui l'a faite nous a dit à son propos. Désolé pour mon langage, mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis. En quelque sorte, le maître y a travaillé dessus durant 7 ans et l'a poli chaque jour, mais c'est un mensonge.
Avec toute la responsabilité que j'en ai en tant qu'artisan de 5e niveau, je déclare que c'est une machine qui l'a fabriquée. Ces faces concaves et convexes de cette baignoire sont extrêmement précises. Le cercle sur tout le diamètre et la surface sphérique est très précise sur la partie intérieure de la baignoire. À l'intérieur et sur le fond même de la concavité, tout est parfaitement précis sur toute l'étendue. Cette chose est impossible à faire manuellement, en particulier à polir. J'ai l'impression qu'elle est tout juste sortie hier de la machine qui l'a faite. Le polissage est le même que celui des colonnes du château de Saint-Isaac. Il est impossible de le faire sans la qualité d'un polissage à grande vitesse et sans instrument de meulage. 2. La colonne d'Alexandre, 1834. Son poids, 600 tonnes, 27 mètres de haut. Granit. Impossible à faire manuellement. Cette colonne a une forme renflée. C'est tout simplement impossible de le faire manuellement. 3. Pérou, Ollantaytambo, ensemble polygonal de blocs avec un poids de 40 à 120 tonnes. Le niveau de réglage, vous pouvez le voir par vous-même. Les blocs sont alignés en 3 dimensions. 4. Capella San Severo, fabriqué à partir d'un seul morceau de marbre. Ceci est impossible à faire sans machine avancée, CNC. Sur les 50 dernières années, il n'y avait rien de semblable pour reproduire cette complexité d'exécution. Rien n'a été fait par aucun sculpteur de semblable, même avec des machines avancées. 5. Marbre d'une pierre tombale dans le cimetière Srancelano Museum à Gênes. 6. Pont de pierre à Sébastopol. Chaque pierre polygonale du pont est essentiellement une seule sculpture. Un exemple du travail moderne, avec la pierre sur la gauche. Pour les experts d'aujourd'hui, ce mur est considéré comme tout à fait acceptable. Toutes les villes de la planète ont été construites en pierre dans un style ancien. Avec des configurations préconçues de rues, d'avenues, des talus et ainsi de suite. Toutes les villes avaient un mur de bastions en pierre, dont le volume de la construction est celui-ci. C'est souvent égal au volume de la construction de l'ensemble de la ville. Quelque part, entre 1780 et 1815, nous avons expérimenté une guerre nucléaire, qui n'était probablement pas la première dans le monde, ce qui a donné lieu à un hiver nucléaire en 1816. Une année sans été. Les anglo-saxons l'appellent 1800 gelé à mort. Voici quelques captures d'écran de Google Earth. Ce sont les photos des cratères nucléaires dans les territoires tels qu'en Biélorussie. Ces cratères sont faciles à trouver. Les traces blanches autour des cratères sont du calcaire brisé, le matériau de base de cette époque. Pour visualiser les dommages, cherchez dans Google Roger Fenton Crimée ou James Robertson Crimée et regardez les photos. Vous y verrez des photos que les photographes ont pu prendre, qui ont été envoyées en 1853, après la guerre nucléaire, au siège de Sébastopol. Comparez la végétation présente alors et celle d'aujourd'hui. C'est un exemple d'une photo de Sébastopol par Fenton. Jusqu'au XVIIIe siècle, les maisons étaient entièrement construites en calcaire. Pour la coupe, ils ont utilisé des machines de pointe pour faire des parallélépipèdes parfaits. Voici quelques photos des maisons de Crimée. Toutes les maisons dans toutes les villes de l'ancienne URSS sont recouvertes d'argile sur 3 ou 4 mètres. All houses in all cities of old USSR are covered in clay for 3 or 4 meters. All houses that are
Toutes les maisons qui sont ancrées profondément dans le sol de 3 ou 4 mètres ont une très bonne qualité. Il faudra 200 ans, juste pendant l'ère soviétique, pour que telle maçonnerie de calcaire devienne considérée comme très bonne. Ceci est Eski Kermen. Les guides illettrés vous diront qu'il s'agit du l'une des villes troglodytes de la Crimée où vivaient les gens. Lorsque je lui ai demandé comment cette piste fut faite, on m'a répondu que cela a été fait par les chariots de la noblesse locale. Et voici une autre soi-disant ville troglodyte de Crimée. Et voilà une carrière moderne où le calcaire est extrait. Cette photo a été prise avant la révolution de 1917. Vous pouvez voir que du calcaire est taillé en segments avec précision. Et maintenant, voici une importante photo de la carrière Ingerman, le nom Champagny, creusé en 1880. Vous pouvez clairement voir les passages taillés au travers de la colline d'une centaine de mètres de largeur et 80 mètres de hauteur. En dessous de la paroi verticale, nous pouvons voir de petits morceaux de calcaire qui sont tombés à la suite du travail de la roche par les machines. Dans les trous creusés, nous pouvons clairement voir les maisons. Certains de ces trous sont des débuts de catacombes. Et certains d'entre eux s'étendent sur des centaines de kilomètres. Il y a eu ici une exploitation souterraine à grande échelle, de calcaire, dans les jours de la Seconde Guerre mondiale. Dans les catacombes, il y avait des hôpitaux, des entrepôts, les camions conduisant librement à l'intérieur et en dehors. Par ailleurs, il y a des anciennes catacombes dans toutes les villes du monde. Près d'Odessa, les catacombes ont 2500 km de long. Tout ce qu'ils nous disent sur les rochers, les canyons, les ravins, les falaises, ce ne sont rien de plus que des carrières. Il y a de très vieilles carrières là-bas, beaucoup de nouvelles aussi. Voici White Rock, près de la Crimée. C'est une carrière de calcaire. Le mur a été formé à la suite d'une coupe de la colline. Vous voulez en voir davantage? Regardez le passage à partir duquel cette énorme masse de calcaire a été acheminée. Ils vous mentent et ils l'appellent la vallée, belle merveille de la terre. Regardez ça, c'est une vieille photo du 19e siècle. Le remblai au niveau des parois verticales et les copeaux de calcaire ne sont pas encore recouverts par de la végétation. Ceci, c'est une peinture ancienne de l'année 1855. Nous pouvons voir les anciens déchets géants de carrière en arrière-plan. Est-ce que vous êtes impressionné par l'ampleur de l'exploitation minière jusque dans la petite Crimée? Je voulais vous en dire plus. Il n'y a pas 1 mètre cube de terre, probablement sur une centaine de mètres en profondeur, sur toute la Terre, qui n'a pas été dans ces temps minée, fraisée, mastiquée et mis au rebut. Ce n'est pas une planète, mais une fosse géante de déchets de carrière d'où la matière est extraite systématiquement pour récupérer tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Et maintenant, regardez ces photos et prêtez attention à la structure des carrières et des mines. Les excavatrices rotatives qu'ils ont taillées en étages sont énormes. C'est une structure vue sous plusieurs angles, à droite et au-dessus. Et maintenant, je peux vous montrer des montagnes, des crêtes, des gorges, des canyons, des falaises, presque inhabitées de nos jours, qui sont souvent nommées par le nom de la personne qui en a fait la découverte.
Comment tous les universitaires et les professeurs en géologie et d'autres scientifiques abrutis ne le voient-ils pas? 1. Montagne sur la péninsule de Kola, je n'en connais pas le nom. 2. Montagnes sur l'Antarctique qui ont été découvertes en 1820. 3. Antarctique. Ici, il y a même les traces de lourdes machines et d'équipements. 4. Groenland, montagne Watkins. Regardez l'échelle de l'exploitation minière. 5. Groenland, vol Francfort-Los Angeles. 6. Gunbjörn, la plus haute montagne du Groenland. 3700 mètres. Pas de problème. Quasiment complètement vidé. Svalbard, Norvège, aurore boréale en arrière-plan de la carrière. Antarctique, montagne transantarctique. Au pied, les traces de machines sont encore visibles. 9. Antarctique, montagne transantarctique. Système de carrière. Regardez l'arrière-plan. 10. Mont Kalash, Tibet. La hauteur est de 6638 mètres. Est-ce que vous avez déjà vu de notre temps un équipement capable de miner cela à de telles hauteurs? 11. Goblin Valley, State Park, Utah, États-Unis. 12. Glow State Park, Oklahoma, États-Unis. 13. Grand Canyon, Arizona, États-Unis. C'est juste une carrière géante. Territoire vidé. Des millions de touristes pensent que c'est presque un miracle du monde, une merveille de la nature, juste parce qu'on leur en dit ça. 14. Carrière du Grand Canyon, Arizona, États-Unis. Nulle part nous ne pouvons trouver de traces d'érosion hydrique. Seuls des impacts de chocs explosifs sur la végétation de silicium. 15. Carrière Rock-Spitsberger. 16. Carrière du Grand Canyon. La coupe dans la pierre fut faite avec une scie circulaire. 17. Carrière en Australie. Blue Mountains. 18. Blue Mountains sous un angle différent. 19. Blue Mountains. La paroi verticale. Comparez ça avec une carrière de marbre dans les Alpes, qui n'a pas été faite par l'érosion de la pluie. Voici la mine de marbre dans les Alpes. 20. Carrière géante, je ne sais pas où cette photo a été prise. 21. Cap Rocks Canyon, State Park, Texas. Encore une fois, un parc national créé à partir de déchets de carrière aux États-Unis. 22. Dans certaines carrières de déchets où il y a beaucoup d'humidité, les gens font de l'agriculture. Banao et rizière en terrasse. 23. Encore Banao et rizière. Et cela est le canyon de Chelly, monument national, États-Unis. 24. 25. Là, les scies ont apparemment creusé, soi-disant appelé Hill Paints. 26. Montagne Ravine, Afrique du Sud. 27. La rivière Orange et les montagnes. 28. Timna en Israël. 29. Carrière Green Canyon en Chine. 30. Carrière inondée, réservoir Charak en Ouzbékistan. Carrière inondée, un autre angle. Comme vous le voyez, il n'y a pas de montagnes naturelles, de gorges, de canyons, de falaises, de ravins sur cette planète. Vous savez, alors que les gens argumentent sur Internet, comment la Terre est plate, comme une crêpe ou peut-être un peu concave, nos maîtres dévorent littéralement notre maison et la transforment en un désert et un cimetière de métal. Devinez, il semble qu'il existe des carrières sur notre planète de la taille de plusieurs pays. Par exemple au Tadjikistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, Iran. Il n'y a presque plus de sol dans la plupart des régions de ces pays, car sur 100 mètres de profondeur, les couches de terre et de végétation ont toutes été raclées. Cela ressemble à la mer d'Aral et à la mer Caspienne, qui ne sont que des carrières inondées géantes. Oui, oui, toutes les régions du monde qui sont peintes en jaune sur Google Maps sont des restes de carrières géantes.
un plateau Usgur. Au milieu de l'image, il y a un groupe de voitures. Si vous remplissez cette carrière avec une couche d'eau de 15 cm de haut, vous obtiendrez une analogie de la mer d'Azov. Et voici la mer d'Azov, ancienne carrière inondée. 2. Le fond est lisse comme une table sur laquelle les machines excavatrices rotatives ont roulé. La profondeur maximale est de 15 mètres. Du thorium a été extrait ici. 3. Le bord du désert de Karakum, une aire de 350 000 km². L'impression, c'est que tout a été défoncé ici. 4. Carrière. En réalité, carrière pour le reste de la population, canyon, la merveille du monde, Turkménistan. 5. En réalité, carrière pour la population, plateau Tuzbair, Kazakhstan. 6. États-Unis, Monument Valley. Autrefois, cet endroit fut tapissé d'arbres en silicium de plusieurs centaines de mètres de haut. 7. Même Monument Valley, États-Unis. 8. Namibie, ce désert est en bas de la carrière. 9. Égypte, la couche supérieure a été retournée au sol et tous les êtres vivants avec, et aussi brûlés par des explosions nucléaires. 10. La plupart de l'Australie est presque complètement coupée et grattée. Pas de sol, seul un désert rouge. 11. Australie. 12. Nigeria, désert. La conclusion, c'est que les déserts sont 100% artificiels. Ils ont émergé à la suite d'activités minières à long terme. Encore plus, vous pouvez facilement, en toute sécurité, remplacer les mots canyon, gorge, rocher, ravin, plateau, lac de montagne, lac, par les mots carrière, mine, carrière inondée, mine inondée. 1. Krivobor, en Russie, Krivobor, sous un angle différent. Au milieu de cette île, recouverte par les buissons, se tenait une excavatrice rotative. 3. Creux du Vent, en Suisse. Évidemment, le travail d'une excavatrice rotative. 4. Sibérie, carrière Namari. Et maintenant, regardez cela. Ceci est un tas de déchets de roches dans Donbass, leur hauteur atteignant parfois 300 mètres. À l'intérieur, il y a des réactions chimiques qui brûlent et parfois explosent quand ils accumulent une pression excessive. En voilà d'autres. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter. Ceci est juste un tas de déchets appelé Vésuve en Italie, 1281 mètres de haut. Mais les abrutis de scientifiques vous diront que c'est un volcan, car il brûle et parce qu'il a même explosé. Quelle histoire! Pourquoi les gens marchent là-dedans et si facilement? C'est au-delà de toute compréhension. Et je vous laisse maintenant regarder le plus gros tas de déchets qui a été appelé officiellement Terricon sur notre planète. C'est le Terricon du Fujiyama au Japon. Les gens, si vous pensez que nos maîtres vous mentent, vous êtes toujours en train de dormir. Si vous pensez que la Terre est plate, alors vous êtes à moitié réveillé. Nous vivons sur un désert et une carrière géante que nous transformons en un cimetière de métal. Étant donné que nous ne pouvons plus faire confiance à personne, peut-être serait-il temps de penser par nous-mêmes, de vraiment repenser à tout ce qu'on vous a appris depuis toujours. Remettez en question la totalité, posez-vous des questions sur absolument tout. La Terre n'est pas ce que l'on vous a appris à croire qu'elle est. Ouvrez les yeux.
Pensez, réfléchissez. Vous dormez toujours ?